Bienvenue à tous dans ce nouveau Café avec. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Odile Bruce. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Chloé. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un café, enfin pour de l'eau fraîche en fait. Non, non, moi il y a un reste de café dans ma tasse quand même. Merci de votre accueil. Ah bah avec grand plaisir. Je crois avoir vu que pour les intimes, vous êtes mob. Oui, je suis mob. Mais bon, je vais vous appeler Marie-Odile. C'est comme vous voulez. Alors aujourd'hui avec vous, Marie-Odile ou mob, on va parler apprentissage parce que je sais que ça fait partie de vos grands dadas. Vous êtes à la fois sophrologue depuis fort longtemps. Vous êtes aussi une des pionnières de l'EFT en France, hein. Vous êtes experte EFT. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont certains sur l'EFT justement, dont celui-ci que j'ai personnellement dans ma collection, et puis d'autres, hein, dont l'aide-mémoire de l'EFT. Vous êtes formatrice aussi. Vous animez entre autres des sessions autour de l'apprentissage. Enfin, je vous laisserai nous en dire un peu plus. Et en tout cas, on va parler avec vous aujourd'hui apprentissage à tous âges, en fait, pour montrer que c'est possible de se libérer de certains blocages liés à notre apprentissage, de faciliter notre apprentissage, je pense même, que vous diriez plus tôt. Donc, je vous donne la parole maintenant, Marie-Odile. Merci Chloé. En fait, effectivement, les apprentissages, même si ça n'était pas mon premier thème au départ, puisqu'on m'avait demandé de monter une formation pour les sophrologues, il se trouve que j'ai pu inclure une personne qui était coach scolaire et donc je me suis trouvée à vouloir développer un cours spécifique. Le sujet m'intéressait. Et là, ça a été une découverte parce que autant j'avais l'habitude en cabinet d'avoir des problèmes d'apprentissage, de phobie scolaire, etc. Autant je ne sais pas comment vous dire, j'avais pas une vision globale des difficultés. Et donc, en fait, j'ai monté une vidéo, puis deux vidéos, puis au module suivant, j'ai encore monté quelques-unes. Et en fait, j'ai fini par avoir une formation complète sur EFT apprentissage et que j'ai ouverte à d'autres élèves et qui après m'ont dit, compte tenu des élèves, par exemple, des problèmes qu'avaient certains sophros dans l'apprentissage même de l'EFT, euh, les élèves apprentissage, ils étaient dans le même groupe de pratique, leur disaient oh, mais il faudrait que vous fassiez tous les exercices qu'on fait sur les apprentissages. Marie-Odile, tu devrais rajouter tous ces modules-là dans la formation Sophro. Sauf que ben, je ne peux pas non plus faire des formations illimitées. Mais donc, elle est ouverte à tout le monde. Et j'ai découvert un certain nombre de choses. Alors, si vous le permettez, Chloé, je voudrais rappeler ce que c'est qu'apprendre. Apprendre, c'est développer finalement, c'est aller chercher les moyens de développer son adaptation au monde chaque jour davantage. Et c'est une aptitude qu'ont particulièrement les humains et qu'aiment particulièrement les humains, en tout cas parce qu'ils ont le cerveau qui est développé pour cela, mais même sans avoir le cerveau développé pour ça, on apprend sans arrêt. Le petit qui sort du ventre de sa mère, à un moment donné, il va falloir qu'il tienne sur ses pattes. Je ne sais pas si vous avez vu, ne serait-ce que, je ne sais pas, je pense, j'ai l'image d'un petit poulain là ou d'un veau. Il se met dessus, ben, des fois il retombe, puis il réessaye. Et la mère accompagne, bienveillante, elle va lui donner un petit coup de langue, etc. Alors, le problème, c'est que dans les apprentissages des humains, les coups de langue, on les donne peut-être au départ pour apprendre à marcher, on tend la main, etc. Mais alors, dès qu'il s'agit du scolaire, bizarrement, c'est plutôt des coups de règle sur les doigts que des coups de langue sur la tête. Donc, les encouragements, c'est vraiment, et particulièrement, je crois, dans notre système en France, les encouragements ne font pas vraiment partie du panel évident pour soutenir les apprentissages. Mais je tenais à rappeler ça. Apprendre, c'est un phénomène naturel et c'est quelque chose qu'on fait normalement avec plaisir. Pourquoi? Parce que c'est avancer dans le monde, c'est aller vers l'inconnu, c'est apprivoiser cet inconnu, c'est augmenter sa maîtrise sur le monde. Donc c'est très rassurant. Faut pas oublier qu'on vit quand même dans la peur de mourir tout le temps, hein. Ça, c'est vraiment l'apanage de l'humain. Donc apprendre, c'est vraiment un processus naturel qui ne devrait poser aucun problème. Et vous avez peut-être remarqué que ça pose un certain nombre de problèmes à certains. Alors, je me suis interrogée sur les raisons. Alors, les raisons, ça peut être, par exemple,
Le niveau intellectuel, c'est vrai que nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension intellectuelle des choses. Mais les apprentissages peuvent se faire par d'autres canaux. Nous n'avons pas tous les mêmes rythmes d'apprentissage. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas, à la fin, on ne sera pas capable de faire les mêmes choses, mais on n'aura pas appris au même moment, au même rythme. Et puis, la troisième raison, qui en fait vient expliquer les deux autres, c'est le système scolaire. Parce que nous avons un système scolaire très spécifique et qui est une usine à production de traumatisme. Pourquoi? Alors, la raison majeure, ce sont ses caractéristiques mêmes. Notre système scolaire est issu du système prussien et c'est important de le rappeler. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a un lien entre l'armée et l'école. On ne le voit pas forcément, mais en fait, l'instruction scolaire permettait d'amener des classes d'âge à un certain niveau de compréhension. Et après, on les intégrait avec le service national obligatoire. Et on s'aperçoit que l'invention de l'école obligatoire et du service militaire obligatoire sont concomitants. C'est-à-dire dans le temps, c'est à peu près dans la même période. Et moi, je ne crois pas au hasard. Donc, si ça existe, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Donc, l'école est obligatoire. Ça a des bons côtés. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir accéder à l'éducation, hein. Je ne vais pas faire que pour fendre le système scolaire. Mais les autres caractéristiques sont un peu plus, comment dirais-je, je dirais pas douteuses, mais en tout cas posent plus de problèmes. Il y a par exemple la séparation des matières. Quand on sépare les matières, ça veut dire là, je fais des maths, là, je fais de la géographie, là, je fais de l'histoire, là, je fais du français, là, je travaille avec mes mains. C'est compartimenté et il n'y a pas de circulation d'informations. Ça veut dire qu'on entraîne une pensée linéaire. Et quand on a une pensée linéaire, ça veut dire je suis mon fil et je ne vois pas ce qui se passe sur les côtés. C'est le contraire d'une pensée foisonnante. Moi, il se trouve que j'ai un cerveau fait pour la pensée foisonnante. Ça part dans tous les coins. Mais après, comme disait une personne que j'avais en atelier, tu es un vrai chien de berger. Après, tu rassembles tout ça et tu ramènes ton troupeau. Donc, je ramène mon troupeau de pensées, d'idées plus ou moins loufoques jusqu'à avoir une base que je vais pouvoir structurer en connaissances et après transmettre, par exemple, dans mes formations. Donc, la pensée foisonnante, elle est aussi à la fois la source et l'alimentation de la créativité. Et ça, on l'a pas quand on fonctionne par matière. Alors, l'école a évolué sur ce plan-là. On le voit par exemple avec les TPE ou les exposés en commun, etc. Ou comment on appelle ça, là, où on est dans la transversalité des matières. J'ai oublié, mais les TPE peuvent être comme ça. C'est-à-dire que vous avez le prof de français, d'histoire, de géographie et de philo, mettons, qui vont animer ensemble un projet et les élèves, là, vont pouvoir faire des liens. Et faire des liens entre les informations, c'est indispensable. Chloé, vous pratiquez l'EFT, dont on parlera tout à l'heure. Faire des liens, c'est indispensable pour arriver à trouver des solutions. Donc, cette histoire de pensée fragmentée par matière, c'est déjà une source de problème dans l'école. Une autre source de problème, c'est le temps qui est fractionné. Qui ne se souvient de la sonnerie, la cloche, on disait de mon temps parce que c'était une cloche. La cloche, la sonnerie, ça veut dire quoi? Vous commencez à travailler un sujet, la cloche sonne, et là, on arrête la réflexion. On n'a pas ramené justement tout, on n'a pas pu faire le chien de berger, on n'a pas pu ramener toutes les informations pour les structurer. On fera ça la fois prochaine. Sauf que notre cerveau n'est pas fait pour fonctionner dans le futur, il est fait pour fonctionner dans le présent. Si je repars en sortant de classe avec une somme d'informations qui n'a pas été structurée, synthétisée, c'est beaucoup plus difficile pour ma mémoire de s'y retrouver et de pouvoir restituer les informations. Ce qui fait qu'il y a les personnes qui ont vraiment besoin de cette synthèse pour restituer les informations par la suite,
Et il y a des personnes qui en ont besoin plus que d'autres, qui ont plus de mal à aller rechercher dans le passé les infos ou qui n'ont pas encore la capacité chez les plus jeunes à synthétiser eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la fois suivante, interro, ou quand on aura fini le chapitre interro, il y a des infos qui seront perdues. Et donc, on arrive à la caractéristique suivante de ce système, qui est la notation systématique. Tout est évalué. Et l'évaluation, c'est quelque chose de pervers parce qu'on devrait, qu'est-ce que ça devrait être une notation, une évaluation? Ça devrait vous permettre de dire tes connaissances là, tout de suite, sur ce sujet-là, n'est pas complète ou est complète. Si c'est complet, félicitations, tu peux passer à autre chose. Ton cerveau a intégré ça, c'est bien. Si c'est incomplet, ça n'est pas grave. Ton cerveau a besoin peut-être de plus de temps ou d'entrée d'informations différentes. On sait très bien qu'il y a différents canaux pour faire entrer les informations et surtout les imprimer. Eh ben, on va prendre le temps. Comment est-ce qu'on va pouvoir te permettre d'intégrer ça? Sauf que c'est pas comme ça. Parce qu'une autre caractéristique, c'est on amène toute une classe d'âge au même niveau, au même moment. Et ça, c'est une aberration totale parce que, alors, ça a été pris en compte maintenant par l'éducation nationale, par exemple pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. On s'est aperçu qu'il y a des enfants qui savaient lire ou qui étaient capables d'avoir les premiers pas de la lecture et de l'écriture fin de maternelle. Et puis, il y en a d'autres, c'est au CE1. Donc, on sait qu'entre la fin de la maternelle et la fin du CE1, tout le monde va savoir lire et écrire. Tout le monde. Donc, c'est pas la peine d'en faire une maladie s'il y en a qui, à la fin du CP, sont incapables d'écrire leur nom proprement. Il suffit simplement de les accompagner parce que le développement de leur cerveau, et puis n'oubliez pas qu'il y a 12 mois sur une année. Donc, tout le monde rentre en septembre. Ceux qui sont nés en décembre comme ceux qui sont nés en janvier. Or, aux âges du CP, tout ça, le cerveau, il évolue très rapidement. Donc, on demande à des enfants qui n'en sont pas au même niveau à la base d'apprendre au même rythme les mêmes choses. Donc, c'est une aberration. Et pour revenir au système d'évaluation, eh ben, quand on va évaluer, eh ben, au lieu de leur dire, ah ben tiens, ça, tu as besoin d'un peu plus de temps, eh ben, on va le prendre et puis c'est tout. On va dire, comment, mais tu sais pas ça, mais je t'avais demandé de le réviser, tu l'as pas appris, tu n'as pas fait tes devoirs, les tu qui tue, comme dirait Salomé. Et puis l'enfant, pour lui, ce ne sont pas ses connaissances qui sont évaluées, c'est lui, c'est sa personne. Et cette évaluation systématique, je disais, elle est perverse parce que c'est comme si on essayait de mesurer mathématiquement la pensée humaine. C'est impossible. Si on est honnête, on sait très bien que c'est impossible. Même avec les QI, même avec tout ça, c'est impossible. Vous pouvez être hyper intelligent sur un sujet et puis incapable de vous en sortir. On le voit avec les gens qui sont THP, les très hauts potentiels. Ok, ils ont 150 de QI, mais ils sont pas capables d'aller faire leurs courses au supermarché pour certains. Ils n'arrivent pas à s'intégrer socialement. On voit donc qu'il y a d'autres apprentissages qui n'ont pas pu être faits parce qu'on a privilégié ceux qui donnaient le meilleur rendement, j'allais dire le meilleur rendement social, parce que on veut le voir aussi tout à l'heure, il y a un rapport à la société. Donc, cette évaluation, euh, ça coupe de la dimension existentielle. Quand on cherche à mesurer mathématiquement la pensée humaine, on ne peut pas s'ouvrir à la dimension existentielle et même spirituelle de l'humanité. Et donc, bah, c'est comme si vous aviez un arbre et puis vous commenciez à lui bonsaïser ses racines ou à lui couper des racines ou à le tailler dans tous les sens. Et puis les pauvres petits gars et les pauvres petites nanas qui sont à l'école, bah, pour certaines, c'est trop dur. D'autant plus que le terreau, je reprends l'image de l'arbre, le terreau dans lequel ils ont poussé n'est pas tout à fait le même. Un autre aspect, c'est la standardisation nationale de l'enseignement. Il y a un manuel scolaire. Ça aussi, c'est pervers.
parce que ça veut dire que on apprend ce qui est dans le livre. Et comme c'est dit dans le livre, il n'y a rien de plus révisionniste qu'un manuel d'histoire, par exemple. L'histoire de France ou l'histoire du monde. L'histoire, disait je ne sais plus qui, est toujours écrite avec les yeux du vainqueur. Donc, vous prenez la Seconde Guerre mondiale dans un manuel allemand, japonais, américain ou français, vous n'allez pas voir la même chose. Généralement, tout le monde tire sa petite couverture à soi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui freine le développement harmonieux de la pensée. On devrait nous apprendre à regarder les différents points de vue et même à comprendre ce que ça peut être que la difficulté d'une défaite. On aurait compris ça, on n'aurait peut-être pas humilié les Allemands autant après la Première Guerre mondiale et avec les conséquences que ça a eu. Donc, c'est super important de pouvoir, là encore, regarder les informations de différentes manières. Et ça, notre cerveau, il sait faire et il aime faire. Et on n'arrête pas de l'empêcher de le faire à l'école. Même s'il y a des initiatives, je le rappelle, transversales qui permettent d'aérer un petit peu le système. Mais vous comprenez, si on évalue, si on met tout le monde au même niveau, c'est plus facile. C'est plus facile pour enseigner, on n'a pas besoin de s'adapter plus. On balance la même sauce à tout le monde et puis digérer comme vous pouvez. Et on va voir qu'il y a des digestions difficiles. Alors, une autre, donc ça c'est l'origine des blocages dans les apprentissages qui est liée à l'école. Mais il y a une autre origine, c'est l'histoire familiale. Et ça, on sous-estime souvent cet aspect, et de différentes manières. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? J'ai plusieurs exemples à vous donner. Quelqu'un, un classique, une famille de docteurs où tout le monde est docteur en médecine depuis 3 générations. Ça va être beaucoup plus facile de devenir docteur, mais même d'apprendre, parce que quelque part, tous les apprentissages sont transmis au niveau de l'inconscient. C'est l'histoire des singes qui ont vu des humains laver les patates, qui ont commencé à laver leurs patates. Et leurs enfants, spontanément, ils lavaient leurs patates. Eh ben, je crois que c'est un peu pareil pour les générations de toubibs, d'avocats, etc. Ils ont vu les parents et les grands-parents laver les patates. Eux, pour eux, laver les patates, c'est normal et c'est pas compliqué. Maintenant, si votre mère a été femme de ménage, si votre père a été euh, cantonnier, par exemple, dans le milieu rural, et que vous avez la chance quand même d'avoir récupéré, je ne sais pas trop où, mais un gène où l'intellect peut se développer, où vous avez une revanche à prendre sur la vie, il y a plein de choses, il y a plein de motivations pour développer son cerveau. Hein. La survie, par exemple, est une excellente motivation. Hein. C'est tout comprendre pour être sûr de survivre, ça aide. Et donc, vous vous retrouvez dans la posture où vous êtes celui qui sait ou celle qui sait dans la famille. Et bien, rien que ça va poser des problèmes. Déjà, vous n'avez pas appris à laver les patates. Mais c'est pas grave, vous êtes doué, vous apprenez à laver vos patates. Donc, c'est bien parce que vos enfants pourront en profiter. Sauf que, comment votre famille perçoit le fait que vous savez laver les patates et pas eux? Comment vous percevez que vous savez laver les patates, mais pas eux? Et il y a des gens qui ont des hontes par rapport à ça et qui ont aussi du dégoût. Je cite ces deux-là parce qu'on oublie toujours de les travailler. Mais la honte d'avoir des parents incultes, elle est mêlée au dégoût d'avoir la honte d'avoir des parents incultes. Donc là aussi, par rapport aux apprentissages, il y a des gens où d'un seul coup, à un moment donné, eh ben, ils se mettent à patauger. Ils ont atteint leur limite, ils étaient super bons en classe, ils ont eu le brevet, ils arrivent au lycée, ils sont bons, et au moment d'arriver au bac, qui clairement pose une barrière sociale. C'est un peu, vous savez, dans nos associations où il n'y a plus de rythme d'initiation, les initiations, c'est quoi? C'est l'entrée au CP, l'entrée en sixième, le bac. Oui, c'est vrai. OK? Donc, ils arrivent au bac et leurs parents, ils avaient eu à peine le certificat d'études, c'est-à-dire le brevet. Hein. Encore que je pense que le certificat d'études valait plus que notre brevet maintenant. Eh ben, il y en a qui ne vont pas s'autoriser et qui vont tout rater l'année de la terminale ou qui vont glisser
durant ces 3 dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'autorisent pas à faire mieux que leurs parents. Alors que ben, ils auraient des connaissances en décodage biologique et systémique, par exemple, ou en constellation familiale, ils sauraient une chose, c'est que même si les parents ne le manifestent pas, parce qu'ils peuvent manifester leur peur que leur enfant ne réussisse pas, leur peur que leur enfant devienne comme eux, même s'ils manifestent des choses négatives, en fait, au plus profond de leur être, ils sont fiers que leurs enfants fassent mieux qu'eux. Parce que on est là pour que nos enfants fassent mieux que nous sur tous les plans. Justement, vous parlez effectivement de tout ce qui se passe au niveau familial et c'est très riche et c'est très pertinent dans plein de cas. On voit ça en cabinet, effectivement, entre autres. Et justement, le terme de constellation familiale et celui de décodage biologique et systémique, il me semble. Est-ce que c'est possible pour vous de les expliciter pour les personnes qui nous regardent? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Tout à fait. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à parler de décodage biologique et systémique, parce que souvent, c'est le corps qui manifeste, et le corps, en manifestant, va manifester l'histoire du système. Donc, je regarde toujours les deux. La manière de travailler, elle est diverse. J'allais dire que le décodage biologique, c'est très, très difficile, c'est très, très pointu. Moi, j'ai la chance d'avoir un prof de bio qui est génial, mais c'est pas pour ça que moi, je suis aussi géniale, croyez-moi. Parce que lui a fait des études il s'agit de Gérard Attias, il a fait des études de médecine. Il a une connaissance globale de l'être humain qui est bluffante et une capacité à faire des liens et à avoir une pensée foisonnante et aller lui aussi rassembler ses boutons pour en sortir quelque chose d'hyper structuré. Et c'est mieux que structuré chez Gérard, c'est ciblé, pof, il va trouver le point, la phrase qui va rendre les choses lumineuses, les compréhensions lumineuses. Après, ça touche ou ça touche pas, c'est pas sa responsabilité et ça n'est jamais la responsabilité de la personne qui accompagne le décodage. Mais on va travailler, alors dans le décodage, on va travailler vraiment avec la fonction des organes de chaque partie du corps, mais chaque petit nerf, chaque petit tendon, chaque phalange a sa signification. Donc c'est très 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 complexe. Mais moi, je ne dirais pas que je suis une pro. Par contre, j'ai suffisamment de connaissances générales et des fois de bonnes intuitions, je vais dire, pour que je vérifie, parce qu'il faut toujours vérifier les intuitions, que je vais pouvoir, en recroisant l'histoire familiale, trouver des, des pistes pour débloquer une situation d'apprentissage, par exemple. Et une chose qu'on apprend, euh, c'est dans le décodage, la clé, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il est en mode survie, c'est-à-dire que tout notre fonctionnement intellectuel, tout notre néocortex n'existe que pour nous maintenir en vie. Et si lui, il n'en est pas capable, pof, on va passer sur le cerveau émotionnel. Et si on n'arrive pas à gérer émotionnellement, on va retourner au limbique et c'est les fameuses réponses fuite ou attaque, voire sidération. Voilà. Hein. Donc là, au pire du pire, on a 2, voire 3. La sidération, pour moi, c'est une fuite. Hein. On reste là, mais en fait, notre conscience a fui. Mm. Donc, tant qu'on essaie d'analyser ça, c'est que à un moment donné, il y a une question qui a été posée et il y a une réponse qui a été donnée. Et la réponse, ça peut être la maladie, Mm. ça peut être le blocage. Un exemple, c'est par exemple une personne qui est issue de l'immigration. Sa famille est arrivée de Pologne ou de je ne sais plus quoi, mais il y a assez longtemps. Mais la première génération, voilà, ils avaient fui à cause de la misère. Le grand-père meurt et la grand-mère se retrouve ne parlant pas le français, devant trouver un travail. Donc évidemment, elle a trouvé des choses de misère et a élevé, il y avait déjà 3 ou 4 enfants. OK? La personne qui consulte, elle vient parce que pour obtenir un poste supérieur, elle doit parler couramment anglais. Or, si elle a toujours été excellente en français,
elle n'arrive pas à apprendre les langues étrangères. Mais au regard de l'histoire familiale, on va comprendre que son programme de survie, c'est il faut parler le français, que le français. Et si je parle une langue étrangère, on va pas me comprendre et je risque de mourir de faim et mes enfants vont mourir aussi. Donc le programme qui a été envoyé, c'est il faut parler français et que français. On a eu ce cas-là en France, moi je l'ai dans ma famille, où j'ai découvert, pendant que que je montais la formation apprentissage, que je pense que j'avais l'information, mais je sais pas pourquoi, je l'avais pas conscientisé. Mon grand-père paternel est marqué comme illettré sur son carnet de conscription, hein, donc pour l'armée. Mais il était breton. Et mon père nous racontait qu'à l'école, ils n'avaient pas le droit, ils étaient punis s'ils parlaient breton. Or, pour la génération de son père, c'est pas qu'ils étaient punis, c'est qu'ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école. C'est l'Église qui s'occupait des enseignements en Bretagne. Il y avait une grosse délégation à ce moment-là à l'Église pour l'instruction des enfants. Et donc, en fait, ils étaient exclus. Donc, ils n'avaient pas accès à ça. Dans un cas comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ben, ça peut donner soit des enfants ou des petits-enfants qui vont développer leur capacité scolaire au maximum, soit au contraire d'autres qui vont prendre le chapitre du livre familial où à l'école c'est dur, se faire comprendre c'est dur, avoir le droit de s'exprimer c'est difficile, etc. C'est pour ça que dans une même fratrie, on va pouvoir avoir des gens qui sont à l'aise à l'école ou pas à l'aise. Simplement, ils n'auront pas pris le même carnet. Voilà. Mais ce qui est intéressant, alors si vous voulez une autre petite, pas astuce, mais une petite chose qu'on peut retenir dans le transgénérationnel, c'est que on va aller soit chercher les gens qui ont les mêmes problèmes, soit on va chercher des solutions. Moi, dans ma famille, mon père a épousé ma mère, qui était fille d'une institutrice, qui était aussi directrice d'école. Mais à cause de la guerre, ma mère, en fait, n'avait pas passé son bac, n'avait pas pu avoir cours, etc., n'a pas eu son bac. Elle a fait des études bien au-delà du bac. Il y avait des systèmes d'examen par métier. Elle, c'était assistante sociale. Donc, pour tout ce qui était infirmière, on avait la possibilité de faire un système parallèle. Donc, on avait le niveau du bac et on continuait. Et ben, ma mère a toujours eu le complexe de ne pas avoir eu son bac, alors qu'elle avait l'équivalent de bac plus 3. Donc, ça s'est transmis. C'est-à-dire que quelque part, elle a été à la fois la solution et le miroir du problème. Oui, ça s'est attiré en fait les deux. Voilà, voilà. Donc on retrouve, vous savez, on croit que les coups de foudre, c'est l'amour. Non, c'est juste des échos. Ce sont des histoires qui s'attirent pour tenter de résoudre des conflits qui sont enfouis depuis plusieurs années. Et tout ce qui est transgénérationnel va toucher à ça. Dans les constellations familiales, puisque vous m'avez demandé d'en parler aussi, dans les constellations familiales ou dans les représentations symboliques, moi j'utilise un travail de représentation symbolique au cabinet, on va laisser l'inconscient représenter la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer de se raconter l'histoire qu'on se raconte tout le temps, on va s'ouvrir, et des fois, c'est pas en une fois, des fois, il faut plusieurs fois, s'ouvrir petit à petit à accepter de voir la réalité de l'image. Et là, c'est vraiment bluffant des fois, hein. Aussi bien en constellation, quand on est représentant, par exemple, où on sent vraiment qu'on bouge, quoi, qu'on va se mettre là où il faut, là où ça c'est, et notre cerveau, ça va être notre cerveau gauche, là, celui-là, là, et il ne peut pas tellement bosser, là, hein. Enfin, il peut essayer de bosser, mais ça sert à rien parce que à travers le corps, il y a autre chose qui va se dire. Oui, pour l'avoir vécu, je suis d'accord. Enfin, j'en ai expérience aussi, donc je vois. Ouais. Voilà. Dans la représentation symbolique, c'est pareil. Même si les gens ils veulent placer les choses bien au carré, etc., chercher à contrôler, il y a toujours quelque chose qui va se dire. Et des fois, ça les dérange. Et des fois, ça permet de résoudre des choses comme ça. En 48 heures, un truc qui était bloqué depuis des années, ça passe, quoi. Pour résumer, l'origine des blocages au niveau des apprentissages va pouvoir venir du clan, du système familial ou du clan social et particulièrement le système scolaire. Hein. Je parle de clan social parce que
Il y a beaucoup d'attentes au niveau social. Rapidement, je vais développer juste un point qui est la pression des exigences en termes de résultats. Oui. Donc, quelles conséquences émotionnelles ça peut avoir? Alors, les conséquences, ça va être eh ben, la peur d'avoir une mauvaise note, d'être puni en rentrant à la maison, la peur de rater sa vie carrément. Et puis, les peurs sont aussi au niveau des parents. Donc, on va avoir peur de montrer son carnet de notes. Moi, j'ai vécu un truc vraiment terrible sur ce plan-là. Ça peut être... et la peur, on oublie une chose, c'est que les parents aussi sont concernés. Parce que pourquoi les enfants ont peur de montrer leur carnet de notes? C'est parce que les parents ont peur qu'ils ne réussissent pas. Et pourquoi ils ont peur qu'ils ne réussissent pas? Parce qu'ils ont peur que leur enfant ne trouve pas leur place dans la société, qu'ils se retrouvent dans le caniveau. Alors, ils vont raconter des choses horribles comme ouais, t'es la honte de la famille. Et ça, c'est mortel. Mais j'utilise volontairement cette appellation mortelle parce que si on est la honte de la famille, on est rejeté par le clan. Si on est rejeté par le clan, eh ben, on a un atavisme qui se souvient très bien que pendant des millénaires, si on était rejeté par le clan, on allait mourir. Donc, Mm. quand on dit t'es la honte de la famille, l'enfant, son inconscient l'entend comme une condamnation à mort. Donc, il va se figer ou bien alors attaquer. Et là, on a des enfants qui vont devenir agressifs, qui vont devenir agités. Et puis la culpabilité, ça génère aussi de la colère, mais qui ne peut pas s'exprimer, parce que souvent l'éducation ne le permet pas. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux, pas possible. D'autres émotions qu'on peut avoir, bien sûr, la tristesse de ne pas y arriver, la tristesse de décevoir papa et maman. J'avais bien appris ma leçon et puis j'arrive pas à la restituer. Ben oui, mais mon petit bonhomme, ma petite bonne femme, pour les restituer, il aurait fallu que tu te sentes libre de le restituer. Et tu sais même pas que tu n'es pas libre. Il y a aussi la honte, bien entendu, hein, la honte de l'échec. On va retrouver les 5 émotions basiques, la colère, la peur, la tristesse, la honte et le dégoût. Je ne sais plus si je les ai toutes dit, c'est bon. Et puis, et puis, on peut se poser la question de comment on va se libérer de tout ça. Oui. Voilà. Comment se libérer de tout ça? Ouais. J'arrive là à mon outil favori, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Si vous voulez rappeler un peu ce que c'est, faites-le. Oh, les personnes sur cette chaîne savent normalement à peu près ce que c'est. C'est technique de libération émotionnelle Liberté. Liberté. où on se libère, où on va s'apaiser par le biais de stimulation de points sur le corps qui correspondent à des points d'acupuncture, le tout en répétant des phrases, en effectuant un ciblage de la problématique. Voilà. Exactement. Donc moi, c'est mon outil fétiche, particulièrement pour les problématiques d'apprentissage. Je vais coupler avec les autres choses, donc la sophrologie, toutes les techniques de toute manière de respiration, relaxation, cohérence cardiaque, et bien sûr, ce dont j'ai parlé avant, les représentations symboliques ou les constellations, ça peut être nécessaire. Donc je vais coupler l'EFT avec ça. Et avec l'EFT, on va toujours cibler ces fameuses 5 émotions de base. Typique des apprentissages, on va parler de la préparation aux examens et aux concours. Mm. Alors, on imagine que vous avez peur de rater votre examen. Alors, bien sûr, vous pouvez dire, même si j'ai cette peur de rater mon examen, etc., faire une ronde de FT là-dessus. Mais ça peut être intéressant de voir quelle est la peur derrière la peur. Hein. Donc, par exemple, si vous avez le bac à passer et que si vous ratez votre bac, vous ne pouvez pas aller dans l'école post-bac que vous avez derrière. En fait, vous avez peur pour votre avenir et vous allez avoir peur de ne pas faire ce que vous voulez. Donc, cette fois-ci, on tapotera non pas sur même si j'ai cette peur de rater mon examen, on tapotera sur même si j'ai cette peur de ne pas pouvoir faire les études supérieures qui me conviennent. Ou, ou simplement, ou même si j'ai peur de ne pas pouvoir faire le métier qui me convient. Oui, parce que c'est la peur derrière la peur, comme vous dites. Voilà, la peur derrière la peur. Et donc, on va cibler toujours comme ça. Et une fois que vous avez trouvé que vous aviez peur, des fois, ça peut être une autre émotion, hein. Je rappelle comment faire une ronde.
vous retrouvez un événement spécifique, soit dans le passé, le plus loin possible, qui est en lien avec votre problématique, qui soit en lien avec votre problématique, soit par rapport à une peur à venir ou une difficulté à venir. Vous identifiez l'émotion avec précision. Ça veut dire que vous allez savoir quelle émotion c'est. Et si vous ne savez pas, c'est pas grave. Comme je dis, il y en a que 5, vous les essayez toutes. Vous évaluez. Si vous n'êtes pas sûr, vous imaginez. Donc, sur 10, quelle serait ma peur de rater mon examen? Eh ben, oh là, j'en sais rien. Voilà, on va dire le premier chiffre qui me passe par l'esprit, c'est 5. Eh ben, vous notez 5. Ensuite, vous faites votre recette de base, c'est-à-dire que vous allez faire la phrase de préparation, même si j'ai cette peur de rater mon bac ou mon examen, vous citez, il faut être précis, vous citez l'examen, je m'aime et je m'accepte profondément tel que je suis. Et ensuite, vous allez tapoter sur la séquence de points. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous pourrez mettre un lien en vidéo sur la séquence de points. Bien sûr. Mm. Une fois que vous avez fini la ronde, ah oui, ça, c'est important, parce que le Oui. café, c'est pour parler avec Chloé. Mais pas de café quand vous faites de l'EFT, pas de thé. Quand vous faites L'eau. de l'EFT, c'est de l'eau et uniquement de l'eau. C'est Mm, pour ça mm. que Chloé a mis de l'eau dans cette tasse, en fait. Voilà, c'est pour ça. Et vous buvez un verre d'eau, comme ça, vous êtes tranquille. Et après, vous évaluez de nouveau et vous regardez si ça a baissé, si ça a augmenté ou si ça a stagné. Si ça a augmenté, ne vous inquiétez pas, c'est que vous êtes vraiment sur le truc. Continuez à tapoter la même chose. Précisez plus. Si ça a baissé, continuez à faire baisser jusque zéro. Si ça a stagné, demandez-vous quelle autre émotion ça pourrait être. Et si vous avez fait celle qui vous venait à l'esprit, n'oubliez pas que la peur, que la honte et le dégoût, on ne veut jamais y aller. Alors allez-y. Et quand vous avez ramené à zéro, eh bien vous êtes tranquille. Et les résultats sont, enfin moi ça fait 20 ans que je pratique la sophrologie et l'EFT ensemble, hein, et le reste c'est venu un peu plus tard. Mais l'EFT, en 20 ans, je n'ai vu que des choses merveilleuses. Des fois ça prend un peu plus de temps. L'EFT c'est très facile et on oublie une chose, c'est que la mise en œuvre est simple, mais ça peut être complexe d'aller retrouver les racines de la problématique. Donc dans ce cas-là, ben, consultez. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Odile. Je vous dis à Merci Chloé, c'était génial d'avoir un espace. je suis ravie. Partager un café, partager aussi la passion que j'ai pour mon travail et puis des solutions pour tout le monde. Donc vraiment, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci, plaisir partagé.